Peut-être remonter là-haut quand même, mais c'est vrai que c'est là-haut qui fait très froid. Ça m'embête de casser franchement, c'est pas génial. Oh oui, oui, maintenant j'en prends pas autrement, non. Il y a un insecte là avec une seule aile, complètement déséquilibré. Ça m'est même pas venu à l'idée qu'on pouvait faire ça en deux parties. Je n'ai pas osé proposer des chaussettes et des pantalons. Ah oui, sympa, oui, oui. Nous allons monter à la librairie, à la salle d'exposition. Je cache ma cigarette. Oui, madame, vous enregistrez, j'espère. Ben oui, bien sûr. Alors, vous êtes ici dans une grande première. Oui. Premier petit mini salon du livre, de la poésie, du pays de Guerre. Allez-y, allez-y, mais ça va faire vivant de vous avoir dans le, dans le film. Oui, on cherche quelque chose. Tu vas nous trouver ça. Allez. 9h30, il est sorti du cabaret. Vous avez vu, il a fait une gueule.
vais faire une photo. C'est une photo pour regarder la télé. Non, le matin, c'est pas musique. 6 heures, souvent. 6 heures, bonjour les voisins. La chambre de pas être à la chalet. Sinon, je sais plus. C'est pour rentrer, oui. Alors ça c'est les gens du nain, ça. C'est parti où on est là, mais elle n'existe pas. Ou alors c'est un local qui n'est pas... Ah mais non, c'est pas fini, ils ont rajouté un... Peut-être qu'il y a 3 fenêtres. Oui, oui, ils ont rajouté un bâtiment. Oui, oui. Par exemple, j'en connais au camion, c'est aux années 50. Alors la revue, elle continue sous forme de hors-série en fait. Très très bien. Et il y aura une revue en ligne. Et même la revue, c'est 1 an ou... Oh là là. 1 an et demi de préparation. Alors c'est bien parce que tu es dans les librairies, mais là comme je cherche un distributeur, et puis la revue, il y aura une partie qui continuera en ligne, quand j'aurai fait le site. Et puis, il y aura des hors-séries papier, parce que je tiens beaucoup au papier. Si c'est les mêmes, mais on a ramené. C'est en rapport avec l'impasse Villas-Laurent. Non, je connais l'impasse parce que je suis. Je suis allé voir, il y a Les opérons parce que c'est dans le même état d'esprit. Mais à ce moment-là, chez les je vous donnerai voilà. Pardon. Il y a une affiche qui Oh, c'est bien fait ça, oui. Très très bien. Ah oui, c'est excellent. Et je vous invite à la rue 16. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous connaissez la voix, les titres. Oui.
Mais c'est parfaitement traduit, c'est posé, il a terminé. Je parlais de un intérinage. Oui, son article, c'est Pascal qui a Ça posait trop de problèmes. Ils ont des titres qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils mettent en ligne des titres qu'ils n'ont pas. Je suis sûre que Leclerc n'a pas un seul numéro de parcelle d'emploi. Moi, je fais Leclerc en gros. Il n'a jamais envoyé de ficelle. Des gens qui sont venus de la mairie. Ça passe par email. Il y avait les gens de la mairie. Donc ça a amené quand même peut-être une demi-douzaine de personnes. Non, peut-être plus, 10. Une foule. Pratiquement, oui. Mais là, dans l'action, on est référencé par lettres. Il y a quand même l'artiste, C'est le fichier là. genre Je pense la parce que religion, les poètes, les écrivains, le conseiller vraiment. C'était sur le salon du livre, mais c'est très sympa Dedans, pas dehors. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que ça peut être comme artiste invité, mais par exemple, si c'est un programme, vous allez à la lithographie, on fait venir les enfants des écoles. Direct du producteur au consommateur. Je fais des coups. Je vais passer rapidement la parole à Gérard Fremel, qui a dirigé la revue Opala à la Bretagne pendant plusieurs années, qui est par ailleurs poète, critique, essayiste, architecte, sociologue, voilà. Et qui a donc une vision des choses très très élargie et ouverte. C'est pour ça que je lui ai demandé de modérer ce débat sur les territoires de la langue. Je vais retourner en fait, on parle toujours de la langue des territoires, et moi j'avais envie de basculer dans l'autre sens. Voilà, c'est tout simplement l'explication du titre. Petit propos liminaire,
car ce dont va nous parler Michel Labbé, c'est la question de la transmission, d'une certaine manière, du point de vue de cette double culture bretonne-française que nous partageons tous les deux. Et cette question de la transmission me touche évidemment beaucoup, car je suis de la génération dont les parents émigrés de la misère, devenus des prolétaires parisiens. Ils ont rejeté la langue. Ils l'ont rejetée d'autant plus fortement que ce que leur enseignaient les instituteurs et institutrices de la République, c'était le rejet du breton, le mépris du breton. Les instituteurs laïcs étaient sur le même registre que l'abbé Grégoire de la Révolution, la grande Révolution française. C'est des Jacobins, les instituteurs pour la plupart, et c'est des héritiers des Lumières et de la Révolution. Or, l'abbé Grégoire, ce que disait l'abbé Grégoire, c'est l'ignorance par le basque, je crois, le fanatisme par l'allemand, et je ne sais plus si c'est la bêtise par le breton. Bon. Et le breton était stigmatisé par les révolutionnaires qui veulent unifier le pays et qui ont rejeté la bretonne. Lorsque Prosper Mérimée a fait sa grande enquête sur les parlers régionaux en 1853, je crois, à la demande de Napoléon, sa grande enquête met en évidence la persistance et la vitalité des parlers régionaux, breton, basque, alsacien, occitan. Et c'était une révélation pour Napoléon III, et qui dit il faut arrêter ça. Et donc ça a commencé, les édits, les directives dans les écoles. Et à l'époque, les écoles n'étaient pas, même les écoles publiques étaient catholiques, étaient imprégnées d'esprit de culture chrétienne et catholique. Et donc intégré dans les programmes de l'école et dans la pédagogie, le rejet des parlers régionaux. On préconisait par exemple une méthode d'apprentissage du français pour les élèves, les petits bretons et les petits basques surtout. Les occitans, on pouvait s'en sortir parce que leur langue était latine. Mais les basques et les bretons, il fallait avoir recours à une méthode, c'était la méthode carrée, comme le carré, qui a fait ses preuves en Kabylie, c'est-à-dire en territoire colonisé. Et là, la République annonçait la couleur. Le Pays basque et la Bretagne sont des pays colonisés. Donc, avec des méthodes pédagogiques adaptées, c'est-à-dire l'instauration d'un objet qu'on appelle le symbole. Le symbole, c'est un objet stigmatisant que l'enfant pris à parler breton reçoit, le premier qui va pris à parler breton reçoit le symbole et à charge pour lui de le transmettre au premier qui surprend à parler breton. La règle étant que celui qui a le symbole à la fin de la classe, à la fin de la journée, aura une punition, aura des retenues, et aura une punition et des retenues pour les gamins qui ont quelquefois 5, 6 ou 7 kilomètres à faire pour aller à la ferme, c'est une pénalité lourde. Alors le symbole, c'était une patate pourrie, ou c'était une boîte de camembert, ou c'était très souvent un fer à cheval rouillé. Que le gamin passait autour du cou, il passait autour du cou. Au Pays de Galles, c'était le Weschnot, l'équivalent du symbole, c'était le Weschnot. Ne pas parler gallois. Et les Weschnot, sous la pression des pasteurs et des familles, a été interdit en 1900, tout à fait au début du 19e siècle, du 20e siècle, 1900. Alors que le symbole,
ça a duré jusqu'en 1950. Donc, l'état, le résultat est évident. L'état de la langue au Pays de Galles, c'est la même langue, hein, le Pays de Galles, le gallois et le breton, c'est pareil, c'est la même langue. C'est leur langue cousine, disons, avec des différences héritales dont on pourra s'amuser au passage. Et le résultat, c'est que la langue galloise, perdue, fonctionne très bien, alors que la langue bretonne, elle a subi quand même une déperdition considérable. Ça marche quand même, ça reprend, il y a une renaissance du breton. Pourquoi? Grâce d'abord au fait que tous les patronymes et tous les toponymes, la quantité de patronymes et de toponymes bretons est considérable. Et c'est une base linguistique forte, c'est une base mémoriale. Et c'est la base de la mémoire collective des Bretons. Alors il y a ça, et il y a le fait que la chanson bretonne, ça n'a jamais cessé. On a toujours chanté en breton, ça a toujours perduré. Et il y a eu un renouveau fantastique dans les années 70, dès le début des années 70, fin des années 70, début des années 70, un renouveau extraordinaire d'explosion de la chanson bretonne. Et ça continue, ça fleurit. Ça. Alors, Michel Zabé va nous parler plus précisément de ce que ça a été pour elle la transmission et comment elle a vécu cette transition, et comment elle a été amenée. Alors, pour reprendre ce que je disais, elle a été amenée par les populaires des petits Bretons, parmi lesquels elle s'est trouvée pendant la guerre, à les grandes lettres, ce magnifique trésor des lettres bretonnes que sont les lettres de Marie de France. Je vais commencer simplement très rapidement par ce qu'ont vécu mes grands-parents. Alors, ils étaient tous les deux d'un petit port de pêche sur la rade de l'Orient qui s'appelle Locmiquélic. Et lui était né en 1874, elle en 1882. Et quand ils ont commencé leur scolarité, ils se sont trouvés à la charnière des lois sur l'école publique. Alors, 1874, interdiction d'utiliser dans les écoles les manuels bilingues, breton-français, ce qui se faisait jusque-là. Et en 1881, interdiction totale de parler breton dans les écoles, et donc on arrive au symbole dont parle Gérard. Et alors, eux, donc, ne parlaient que breton à la maison. C'était le seul endroit du coup où ils pouvaient parler breton, parce que l'école devenait tout en français, uniquement en français. Et alors, donc, breton à l'école, breton aussi au catéchisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'existait l'école privée et la religion, et que le catéchisme et les prières étaient enseignés en breton. Et donc, les grands-mères passaient du Ave Maria Gracia Plena à la prière bretonne, Sant'Esana, et puis je ne me rappelle plus la suite. Alors, il s'est trouvé qu'à Locmiquélic enseignait un couple qui a été extrêmement respecté, parce que je crois qu'ils étaient très bienveillants, très compétents, et ils s'appelaient Monsieur et Madame Georgeot, et donc il y a une rue à Locmiquélic, Monsieur et Madame Georgeot. Et donc, ils n'avaient pas institué le symbole, parce que, comme vous vous rendez compte, ce symbole favorisait évidemment la délation et le flicage, quoi. Donc, eux avaient décidé de ne pas l'utiliser. Ceci dit, ils étaient quand même extrêmement sévères quand un élève parlait breton, que ce soit dans la classe et même à la récréation. Voilà, ils ont fait leurs études en français. Existait le certificat d'études à cette époque-là, et le certificat d'études, donc, et les lois faisaient qu'on allait à l'école de 6 à 13 ans. On pouvait passer le certificat d'études à 11 ans, ce qui dispensait les 2 dernières années, mais en fait, le 6 à 13 ans était obligatoire si on n'avait pas passé donc, ce certificat d'études à 11 ans. Alors, ce certificat d'études, il n'était pas si facile que ça, parce qu'à l'époque, on n'a que 25 à 30% de reçus. Donc, fin 19e siècle, le nombre de reçus au certificat d'études est moindre que celui aujourd'hui au baccalauréat. Alors, eux, eh bien, sans qu'il y ait eu de violence physique, comme il y en avait quelquefois dans les écoles à cette époque, sans qu'il y ait eu ce fameux symbole qui était dégradant, ce
se sont mis à parler français, et un français extrêmement pur, un français sans faute de syntaxe, ils faisaient très très attention, alors ils lisaient beaucoup aussi, et quand ils ont eu des enfants, eh bien jamais ils ne leur ont parlé breton. C'était hors de question. Et là on arrive à quelque chose qu'a signalé Bourdieu. On se demande pourquoi les grands-parents se refusaient à parler breton à leurs enfants, parce que c'était leur langue maternelle quand même. Pourquoi se faisait-il une violence telle? Eh bien, il faut expliquer que le breton qu'il parlait était une langue vernaculaire et que quelquefois on ne se comprenait pas de paroisse à paroisse, ce qui limitait les échanges. Et que d'autre part, le français était ressenti par eux, comme par toute leur génération, comme la langue donnant accès à l'administration. Et ainsi, ils ont fait de leurs enfants une institutrice, un contrôleur des indirects et un percepteur. Et donc, ça représentait une promotion sociale formidable. Et là, je voudrais vous lire Bourdieu, parce qu'il me semble que ça correspond absolument. Alors, il dit « Pour obtenir des détenteurs de compétences linguistiques dominées, qu'ils collaborent à la destruction de leurs instruments d'expression, en s'efforçant par exemple de parler français devant leurs enfants, ou en exigeant d'eux qu'ils parlent français en famille, et cela dans l'intention plus ou moins explicite d'accroître leur valeur sur le marché scolaire, il fallait que l'école fût perçue comme le moyen d'accès principal, voire unique, à des postes administratifs d'autant plus recherchés que l'industrialisation était plus faible. Ainsi, les modalités des pratiques, les manières de regarder, de se tenir, de garder le silence ou même de parler sont chargées d'injonctions qui ne sont si puissantes, si difficiles à révoquer que parce qu'elles sont silencieuses et insidieuses, insistantes et insinuantes. Et donc, quand mes sœurs et moi nous sommes nés, eh bien, plus personne, en principe, ne parlait breton chez nous. Sauf que les grands-parents gardaient le breton pour les relations qu'ils avaient avec leur génération, leurs cousins, leurs sœurs, frères, leurs amis, leurs voisins. Et là, ils parlaient breton. Et on avait l'impression que c'était là qu'ils vivaient, quoi. Quand ils racontaient des histoires, c'est des histoires de leur jeunesse, des pardons où ils allaient en charrette fleurie, de ce qui est arrivé à leurs copines et copains, des histoires drôles, alors ils s'étouffaient de rire, ou bien alors ils se désolaient, ils se mettaient en colère. Notre génération, moi je suis née en 39, eh bien, on n'a pas connu le breton, on n'a pas parlé en breton. Sauf que pour moi, voilà ce qui s'est passé. La région de l'Orient, les villages autour de l'Orient ont été évacués pendant la guerre. Donc en 1940, les grands-parents partent du côté de l'Anglique, en race campagne, et nous les rejoignons quelque temps après. Et alors là, bon, on ne parle que breton. Tout simplement parce que les gens avaient eu des problèmes de scolarisation, et puis qu'il y avait des tolérances pour les enfants de paysans, de cultivateurs, comme pour les petits marins, les enfants de marins. Ils avaient des tolérances pour ne pas suivre l'école de mai à Toussaint, et puis pour avoir des congés quand ils avaient un parent malade et tout ça. Puis je passais d'une langue à l'autre sans me percevoir à cette époque-là que bon, il y avait des différences. Pour moi, c'était tout un. Donc on me disait où tu vas? Je dis je vais garder les vaches avec Élise. Et puis quand j'arrivais dans la cour, si je voyais que le chien était en train d'aboyer après les poules, je disais tchik tabouskat qui dû. Et puis après, si j'entendais les Allemands qui arrivaient dans la ferme et qui disaient bon, je me carapatais vite fait parce que je me disais bon, il ne s'agit pas de rester là. Et pour moi, c'était tout un. Et donc, j'ai appris le breton. Mais la guerre finie. On est revenu donc à l'Europe libre dans la région orientale. Et là, eh bien, il n'était plus question de parler breton parce que mes grands-parents, de toute façon, ne parlaient pas en dehors de leur génération. Et si j'avais parlé breton, j'aurais été désavouée. Et les enfants sentent ça. On revient un peu à ce que dit Bourdieu. Il ne s'agit pas de grands discours. Les enfants sentent bien que bon, quelque chose est tabou. Et plus tard, quand je suis devenue adulte, je me suis dit, je suis incapable de parler breton maintenant. Le breton, pour moi, il a disparu. Et j'arrive à la Sorbonne. Et la première chose au programme, l'élève Marie-France. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je lis le début
Viennet, donc Marie de France, XIIe siècle, la cour d'Henri Plantagenet. Donc elle s'exprime, Marie de France, dans ce qu'on appelle l'anglo-normand, disons en ancien français, qui n'était pas bien en Île-de-France, mais elle écrit dans la scripta anglo-normande. Et donc voilà ce que j'avais à lire et sur quoi j'avais à travailler, une aventure, vous direz, dont les Bretons firent un lait. L'Alsticano, so levis, s'ils l'appellent en leur pays. So rossignol en français, de nightingale en dreit anglais. Ah, vous dites, ça c'est pas mal. C'est un retour aux origines par la voie savante. Je crois que le choc a été encore plus grand quand j'ai découvert le Barzaz-Bresse. Alors, le Barzaz-Bresse, c'est le recueil par Théodore Herzog de la ville marquée, ça a été publié la première fois en 1867, de ce qu'il a pu recueillir comme chansons bretonnes, mais qui venaient de la tradition orale. Et donc, il a recueilli le lait du rossignol dont s'était inspirée Marie de France. Alors, au début, George Sand, par exemple, était dithyrambique, elle l'a comparé à Homère, et puis, retour de Manivelle, la ville marquée a été traitée au-dessous de tout, parce qu'on a dit, mais oui, mais c'est lui qui a écrit ça, il n'a jamais collecté ça auprès des chanteurs bretons. Dernièrement, donc, ça fait quand même quelque temps, en 1864, il y a un universitaire qui s'appelle Donatien Laurent, qui a publié sa thèse depuis, qui a trouvé les carnets de la ville marquée dans sa maison Mison, près de Quimperlé. Et donc, ce qui prouvait qu'il avait bien récolté ces textes-là de chanteurs qui étaient des sabotiers, qui étaient des tailleurs, qui étaient beaucoup de mendiants qui chantaient aussi, pour qu'on leur donne des sous et qu'on leur donne à manger. Et donc, voilà, et donc dernièrement, j'ai été en relation avec Tastou, qui est l'organisme actuel qui collecte les textes bretons. Et donc, ils ont récupéré tout ce qui pouvait des vieux chanteurs bretons. Et donc, on m'a dit, ben oui, on a une version du lait du rossignol qui date donc de la fin du XXe siècle, donc chantait quelqu'un encore, qui sans doute n'était pas alphabétisé et qui est moins beau, plus succinct que le texte de la ville marquée, mais qui revient donc sur ce fameux lait du rossignol. Voilà. Christophe Storovicki. Oui, c'est presque ça. Il y a des choses à nous dire sur comment on repasse au polonais après avoir fait du détour et on revient au polonais qui a pu être à un moment une langue rejetée, faire l'objet de rejet, et comment à nouveau l'attraction opère, voilà. Et donc comment la vie fonctionne dans ces cas-là. Moi je veux dire quelque chose de beaucoup plus succinct que ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est mon histoire personnelle et dans le rapport à cette langue d'empreinte que j'ai entendue des Russes. C'est une langue dont la musique m'a marqué et cela s'est perdu, ça a été rejeté et je l'ai retrouvé très longtemps après et ça a été l'un des ressorts de mon écriture et donc c'est cela que je viens dans ce petit texte. C'est l'inspiration. D'abord, quelques mots de mon bilinguisme. Je ne suis pas un vrai bilingue. Je comprends le polonais, le lis dans le texte, je le parle mal. Migré en France à 1 an avec ma mère juive, j'apprends le français avec elle, délaisse le polonais. Rien pour m'y attacher, la Pologne d'avant et d'après-guerre, vue comme un pays antisémite. Pigiste à combat, psychologie, j'écris d'emblée avec provocation. Mon premier livre, Où l'impunité, paru en 1976 chez Galilée, ne serait pas publié aujourd'hui. Lâcher l'écriture, j'exerce plusieurs métiers.
Retrouvailles à l'âge jamais mûr. Un comédien, Andrzej Severin, après la représentation à la Comédie Française du Marchand de Venise, où il incarne Shylock, c'est le texte le plus fondamentalement antisémite d'une époque et en même temps qui reprend des distances par rapport à cela, me parle en polonais, qui n'est plus pour moi une langue antisémite. Bientôt, je lis les poètes de ma langue natale avec passion, notamment Edward Stachura, lui aussi bilingue, élevé en France, qui d'ailleurs s'est suicidé. 2 recueils marquent ces retrouvailles, parus l'un et l'autre chez Passage d'encre, L'oxydable de la langue, dont Andrzej Severin lit des extraits, et Accent, celui perceptible à la lecture, non à l'oreille. À présent, quelques pistes. Quand je traduis du polonais plutôt que de l'anglais ou du latin, les mots justes me sont comme arrachés. Je n'ai jamais pu me prendre en flagrant délit de rêver polonais. Or, je sais que mes rêves en ont gardé l'accent. Les jeux de mots sont français, mais la syntaxe, le fond de langue, reste polonais. À quoi le sais-je? Quand je lis le soir, Gombrowicz ou Stachura, le lendemain, les mots français remontent plus fluides, comme enclenchés, enchantés, un mouvement de traduction inconscient, un état de grâce, un état dans l'état de grâce, dit-on. Le territoire de la langue d'empreinte, seul respiré les derniers mois dans l'utérus, n'est pas tant le rêve que son envers, sa syntaxe, son accent, sa couleur. Coureurs d'appoint nommés, les bilingues de fond, dont je ne suis pas, rêvent en couleur, de langue en langue, sourcier du corps à corps, tel Carole d'Aricarer, publié chez Isabelle Sauvage, dont le lyrisme se ressource à bout de souffle dans l'anglais, quand le français fait défaut. Un bilinguisme, trilinguisme, d'abysses escaladant Babel, métis, émaille, la trame des mots. Je vais vous lire pour finir un très bref passage qui a été publié récemment dans Diérèse, qui dit mon rapport de traduction, de traducteur inconscient. Sur un quai de gare où je réussis tout ce que j'entreprends, le traduit en polonais, le retraduit du polonais. Tout ce dont je fais l'épreuve, j'alitalise. Le retraduit, traduit, retraduit. Je foire dans tout ce que j'entreprends. C'est très joli phrase. Merci. Vous n'avez jamais rêvé de polonais? J'ai jamais pu me prendre en flagrant délit de faire un jeu de mots polonais. Je rêve, j'écris mes rêves, je rêve les écrits, les jeux de mots foisonnent, jamais rien de polonais. Jamais rien, et pourtant, je sais que le polonais est là sous le feu. Je passe la parole à notre ami Martine Rousseau, qui a travaillé sur... vous avez été correctrice sur le monde. Mais surtout, vous tenez un blog. Vous tenez un blog qui s'appelle les langues sauce piquantes. Très joli jeu de mots. Et dites-nous ce que c'est que les langues sauce piquantes. Parce que... Les correcteurs avaient en tout cas ceci de curieux, c'est qu'ils arrivaient dans ce métier souvent par hasard, ce qui était le cas. Donc nous n'étions pas soumis à une vocation, on n'a pas une vocation de correcteur. Je n'ai jamais entendu ni un correcteur ni une correctrice dire quand j'étais petite je voulais être correctrice. Pourquoi? Parce que bien souvent les gens ne savent pas que ce métier existe. Donc qu'est-ce que c'est qu'être correcteur? C'est se battre pour savoir si soi-même on existe. Déjà. C'est assez compliqué. Et deuxièmement, l'expliquer aux gens avec qui on travaille, que ce soit des éditeurs ou que ce soit des journalistes, oui, on existe. Ah bon, vous existez, mais à quoi finalement, à quoi servez-vous? Puisque
très souvent, on n'a pas le temps de passer vos corrections, on n'a pas le temps. On considère que ce que vous nous faites faire, ou ce que vous voulez nous faire faire, c'est-à-dire peut-être rectifier un mot qui n'est pas juste, réécrire une phrase qui est un peu bancale, vous empiétez sur notre territoire de langue. Bon, Langue Sauce Piquante, c'est un blog qui a été créé il y a 10 ans sur le site du Monde. Pourquoi est-ce qu'on l'a, je expliquerai rapidement pourquoi est-ce qu'on l'a créé. On n'a pas voulu le créer, nous, deux correcteurs, Olivier Houdard qui l'anime avec moi et moi. Simplement, on envoyait régulièrement à la rédaction du site du Monde, puisqu'on travaillait déjà à cette époque sur le site du Monde. Christiane n'est pas là, mais elle pourrait aussi nous en parler, du fait qu'aucun correcteur n'avait été prévu sur le site du Monde, dans l'organigramme. Donc, on envoyait régulièrement des messages à la rédaction pour leur dire bon, là, vous avez écrit ça, c'est pas terrible, essayez de varier un peu votre vocabulaire. Il n'existe pas 10 mots, on ne se sert pas de 10 mots pour parler d'un problème. Allez voir dans le dictionnaire des synonymes, etc., etc. Et un jour, le Monde.fr décide de créer des blogs. Le premier blog qui a été créé sur le site, c'était celui de Pierre Assouline, qui est un critique littéraire que vous connaissez sans doute. Il y en a eu un autre, et nous, on est arrivés en 3e position, ce qui était extrêmement curieux, parce que ça nous a fait tout drôle, parce qu'on s'est dit, tiens, c'est bizarre, les correcteurs sont d'habitude des gens, comme je vous le disais, dont on ignore même l'existence, et d'un seul coup, on apparaissait sur le terrain égal, des journalistes. Très curieux, très très curieux. Et donc, qu'est-ce que c'est que Piquet? Puisque Piquet, moi je ne suis plus correctrice, mais je co-anime toujours ce blog. Piquer, c'est les piquer là où ça leur fait mal, là où ça les réveille, où ça les emmerde. Et très souvent, on se le reprend en pleine figure, évidemment. Par exemple, parler de la féminisation des noms de fonction. La France est un pays extrêmement réactionnaire de ce point de vue-là. Ça marche au Québec, ça marche au Canada, ça marche au Québec, ça marche en Belgique. On féminise, parce que pourquoi ne pas féminiser? L'Académie française n'est pas très favorable à ça. On est donc bien un pays d'ancien régime concernant la féminisation des noms de fonction. Et pourtant, quand je dis l'ancien régime, je me trompe, parce qu'il y a des textes anciens qu'on trouve sur Internet, des textes très anciens, où on féminisait très facilement. Ou même les accords de proximité. Il y avait quelque chose qui s'appelait les accords de proximité. Si le dernier mot qui apparaissait avant le verbe était un mot féminin, que normalement on aurait dû accorder au masculin, puisque le masculin, comme vous le savez, l'emporte sur le féminin, eh bien non, on l'accordait au féminin, parce que c'était le dernier mot qui apparaissait. Bref, donc la féminisation des noms de fonction, c'est compliqué en France. Il ne faut pas s'endormir, elle chante en chœur, il faut bien tenir. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà Karine les peines sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail. Bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leurs sabots, voilà Karine les peines sardines. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez, brûle leurs sabots, écoutez, gronder leur colère. Écoutez, brûle leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Guy Chopin, qui est, lui, un homme des langues, puisque c'est l'homme qui enseigne le français aux étrangers, à des gens qui sont de langues étrangères. Donc, il va nous raconter comment
je ne suis pas du tout un théoricien, je suis un praticien et j'enseigne le français, j'ai enseigné le français pendant une quarantaine d'années à des étrangers. Et je leur ai appris le français et ils avaient des difficultés avec la langue française, le territoire de la langue. Comme Christiane nous l'a dit, elle nous a quand même un peu mis sur la voie en disant que c'était un jeu de mots qu'elle avait fait. Alors les jeux de mots sont toujours compliqués à comprendre. Et quand on parle de la langue du territoire, c'est très très grave. C'est très grave par rapport à notre actualité, actuellement. Est-ce que c'est la langue nationale? Est-ce que c'est la langue française? Est-ce que c'est une langue mélangée? Est-ce que c'est une langue qui refuse les patois, comme ça a été fait à la Révolution française? Une langue qui refuse des patois pour avoir une idéologie, quand même, de liberté. Et ces ouvrières qui portaient le drapeau rouge, je ne suis pas sûr qu'elles étaient très passionnées par leur langue bretonne. Elles étaient passionnées par leur exploitation. Et il me semble que la langue française, pendant plusieurs siècles, au moins depuis la Renaissance, cette langue française a véhiculé des valeurs de grande liberté et que nous devons nous tenir et que c'est notre langue nationale. Et j'ai pas peur des mots et je sais que certains pensent que je joue un peu, mais ce n'est pas vrai. C'est une langue de la liberté. Et notre langue française, nous devons nous y tenir très fortement. Je suis né au Vietnam pendant la guerre d'Indochine. Mon père était planteur et j'ai été, comme tous les enfants à cette époque-là, mis avec une nounou qui était une nounou moye qui parlait, le vietnamien, qui parlait le moye. Les moyes sont des gens qui ne veulent pas travailler, travaillent le moins possible. Et j'ai passé mon enfance, jusqu'à 4 ans, avec ces moyes. Et je parlais le moye. Je parlais peu le français, très peu le français. Après Dien Bien Phu, l'histoire qui frappe. Mes parents sont rentrés. J'ai parlé moye avec mon père, qui le parlait un peu. Et pas parlé avec ma mère. Je ne parlais pas avec personne. Au bout d'un an, j'ai dû me dire, maintenant c'est fini. La langue de l'enfance, la langue de mon territoire de naissance, la langue du bonheur, la langue moye, c'est fini. Et c'est terminé. Et maintenant, ça ne m'intéresse plus. Je suis français. Et je parle le français. Et j'enseigne le français à des gens qui ont des difficultés à le parler. Et je dépense toute mon énergie, plus calmement que je parle maintenant, pour que ces gens soient guidés dans cette langue française. Je crois que la France, dans le monde, est regardée aujourd'hui comme un territoire de liberté, un peuple qui, malgré ses difficultés, un peuple qui invente encore des formes de liberté. La France est encore un peuple, un endroit que les gens aiment. Les étrangers se réfèrent au modèle français, auquel nous croyons de moins en moins, et que nous défendons nous-mêmes de moins en moins. Et je crois que nous péchons nous-mêmes, nous ici. Je ne veux pas parler pour ceux qui sont de l'autre côté de la rivière, mais nous ici, nous péchons par manque de responsabilité. Et nous n'avons pas
le courage de dire que cette langue française doit être défendue et que malgré tout, les langues régionales, les langues, parce que vous avez parlé du breton, du basque et de l'occitan, mais enfin, aujourd'hui, il y en a quand même d'autres langues en France qui sont parlées, et qui sont plus parlées que ces langues-là, quand même. Je ne veux pas dire de mal du breton, excusez-moi, mais enfin, en Alsace, l'alsacien est autrement vivant et vivace que le breton. Je parle du breton, du basque, de l'occitan, je parle aussi d'alsacien. Bon, parfait, parfait. Donc l'alsacien qui est une langue qui est extrêmement parlée. Je me battrai, je me ferai tuer pour la langue française, pour la langue alsacienne, la langue basque, la langue bretonne, la langue occitane, la langue auvergnate. Non. La langue, l'expression d'une langue, c'est très près de l'intégrité du territoire. Nous avons consacré un numéro à ce thème. Il s'intitule « Pourquoi le français ?», dans lequel sont intervenus des Canadiens français, avec des articles très intéressants, disant comment eux, tous les jours, luttaient pour garder le français. Il n'y a aucune antinomie, bien au contraire, et que la défense du français passe par toutes ses composantes. Le patois, ce n'est pas une langue mineure, c'est souvent l'ancien français. Parlons un peu aussi de poésie, les grandes langues de la poésie. Le français n'a rien pour être une langue poétique, il n'a pas de rythme, il n'a rien. Hein. Or, le français est la langue de la poésie. Bon, aujourd'hui, selon toute apparence, il y a deux grandes langues de poésie qui sont le français et l'américain. L'espagnol, il y a des grands poètes. Certainement. Mais l'allemand, par exemple, est sur la trace du français. Il y a un surréalisme allemand aujourd'hui, avec 60 ans de retard. Hein. Ce sont des mots, évidemment, qui déplaisent de parler de hiérarchie, mais cela existe. Dire que c'est important de défendre la francophonie. La francophonie, oui, non pas le français, mais la francophonie. Le français, c'est tout un univers culturel. Évidemment, le français des Lumières, le français des surréalistes, le français de François Villon, le français de Rabelais n'est peut-être pas tout à fait le même qu'un certain français conformiste de la grande tradition de l'Académie française et de l'âge classique. Et encore moins, le français de l'âge classique n'est pas celui de la francophonie où on voit émerger une langue française absolument enrichie, magnifiée par des parlers français régionaux. Le québécois de Régent Lecharme, de Gilles Vigneault, etc., n'est pas du tout le même que le français parlé par... Qui a des racines percheronnes, le québécois. Qui a des racines percheronnes. Voilà. Et c'est vrai encore plus pour les pays des Caraïbes, le haïtien, par exemple, la langue haïtienne. Le français d'Haïti est un français fabuleux. Et ce n'est plus du français, c'est un français francophone. C'est une francophonie, c'est un parler français. C'est un parler français de la francophonie, de l'univers culturel francophone. Notre siège est basé dans le petit village d'à côté, à Cléguérec. Et nous sommes une trentaine de femmes et de messieurs, mais on a toujours beaucoup de mal à trouver des messieurs. Eux, ils restent avec nous, c'est signe qu'on n'est pas trop désagréable. Wendy, notre chef de chœur, va nous diriger pour l'interprétation de ces quelques chants de notre répertoire, chansons françaises, anciennes ou récentes, et afin de voyager un peu, quelques chansons d'ailleurs. Les noms assez beaux, choisissez, miscellés de couléco. Azigata, les noms assez beaux, choisissez, miscellés de couléco. Uzima,
bien joli. Mais la médecine, y avez-vous pensé? Moi, je voudrais vous parler d'une maladie assez grave qu'on appelle l'actinobacillose. Je voudrais donc vous mettre en garde contre cette maladie qu'on appelle plus couramment langue de bois. Voilà, messieurs, dames. Je vais simplement passer parmi vous pour que vous constatiez l'état d'une langue de bois. Elle est énorme. On la reconnaît tout de suite. Moi, je reconnais la langue de bois. Donc, la presqu'île électrique parue chez Passage d'encre, n'est-ce pas, sauf-conduit antinucléaire. Il s'agit ici d'un lieu improbable, cependant bien réel, puisque nucléaire, définitivement, implanté dans une contrée sauvage et idyllique. Je viens y passer quelques longues journées de contemplation au plus près de ce lieu qui se dissout dans la mer froide du Nord. Le site géologique le plonge dans le ravissement, mais des images surviennent et aussitôt je ressens l'effroi d'une réalité imposante, non maîtrisée, nimbée par la crainte. Alors, le dimanche matin, donc, tout le monde a bien dormi. Il fait beau, un ciel d'un bleu azurien. Des iris sauvages, quelques rhododendrons, le pays de rêve, quoi. Ah, la fameuse échelle bleue, je me souviens des photos d'Anne-Marie. Il y a un banc bleu et une échelle bleue ici. Des digitales. C'est marrant ces plantes de mur. Je vais prendre une petite Voilà photo, le mur de Frater. Il a demandé à Simone Prouvé de lui faire quelques photos. Ça c'est un mur magnifique. Ah oui. Comme sur tous les digitales. Et oui, je l'ai inclus dans le film. film. Un retard, tout ça, mais tout ça c'est Ah oui. digital. Donc elles ont besoin de presque pas de terre. Ah Extraordinaire. non, mais ça sont partout. Hein.
partie qui continuera en ligne. Il y aura une partie qui continuera en ligne. Il y aura une partie qui continuera en ligne. Juste un petit balai, juste un petit balai, juste un petit balai.